Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Jean-Paul. Bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, on parle de quoi? On repart combien d'années en arrière? On va pas très loin, on va 31 ans. On va précisément le 11 février 1990. C'était ce jour-là qu'était libéré le plus célèbre prisonnier noir de l'histoire du XXe siècle. Nelson Mandela. Très bien, Nelson Mandela. Ouais. Oui. Ça fait 31 ans aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour revenir à cette époque-là, il faut savoir que déjà, on est en 1990, l'Afrique du Sud fait face à plusieurs crises. D'abord, des crises économiques qui sont liées aux sanctions économiques auxquelles elle doit faire face, même si on sait que quelques pays arrivent néanmoins quand même à contourner ces sanctions-là, mais néanmoins, de manière globale, le pays commence à souffrir énormément des sanctions économiques imposées par la communauté internationale sur ce pays d'Afrique australe. Et puis, une crise politique. Parce qu'évidemment, le système politique qui était en vigueur là-bas, qui est de l'apartheid, qui est une forme d'évolution séparée des races, est arrivé à bout de souffle. La minorité blanche, qui représente à peu près 5% de la population, mais qui possède plus de 90% des richesses, n'arrive plus à progresser, n'arrive plus à maintenir viable ce système politique-là. D'autant plus que l'importante majorité noire continue, notamment à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à faire du lobbying pour que la communauté internationale continue, accentue cette pression-là. Et même à l'intérieur du pays, il y a des tensions communautaires très vives entre notamment les communautés noires et les communautés blanches, parce qu'évidemment, ils estiment que ce système qui n'a que trop duré, qui dure déjà depuis près d'une vingtaine d'années, est inique et ne peut plus continuer d'exister en plein XXe siècle. Et puis, il y a une crise sociale aussi, parce qu'évidemment, la minorité blanche qui s'accapare de la grande majorité des richesses est extrêmement aisée, vit très bien, tandis que la grande majorité noire qui n'a quasiment rien est extrêmement pauvre. Et donc, le pays aussi, sur ce plan-là, également fait face à de graves menaces. Et donc, toute la difficulté pour le régime politique à l'époque, qui est dirigé par Frédéric de Klerk, est de trouver une forme de nouvelle donne sur le plan politique qui permettrait aussi bien aux minorités blanches de ne pas se sentir menacées par la grande majorité noire, mais aussi permettre à la grande majorité noire d'accéder à des droits aussi fondamentaux que le droit de vote, le droit à un emploi décent, le droit à un logement, le droit à des services de santé de base qui soient de qualité. Donc, comment permettre la mise en œuvre de ce nouveau système-là qui permettrait d'aboutir à ce que Nelson Mandela appellera plus tard la nation arc-en-ciel. Comment faire que toutes les communautés, quelles que soient les races, parce qu'il n'y a pas que des Noirs et des Blancs en Afrique du Sud, on a aussi des Indiens, et donc, comment faire que toutes ces populations-là, qui ont déjà connu une espèce de brassage, mais très limité, mais brassage commun, mais comment faire que toutes ces différentes races-là, qui vivent déjà sur ce territoire-là depuis des siècles, puissent accepter de vivre ensemble sous la bannière d'un même drapeau, se reconnaissant comme faisant partie d'une même nation. Et donc, c'est tout l'enjeu auquel, évidemment, Frédéric de Klerk va se pencher. Et puis, il va constater, il va venir à une évidence, c'est que sur le plan interne, le système de l'apartheid n'est plus viable, ça ne peut plus continuer. Et puis, évidemment, la communauté internationale continue à mettre en avant une seule organisation qui est le Congrès national africain, l'ANC, dont l'une des figures emblématiques est Nelson Mandela. Alors, qui est Nelson Mandela? C'est un Sud-Africain qui est issu d'une ethnie minoritaire. Quand on regarde les communautés noires, il est de l'ethnie Xhosa. Il est issu d'une lignée de grands chefs Xhosa. Et lui, il a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'avocat. Et très vite, il va abandonner les prétoires au début des années 60 pour adhérer le Congrès national africain, qui est l'une des grandes organisations qui lutte pour justement la fin de l'apartheid. Et puis, il va, à partir de 1962, fonder la branche armée de l'ANC,
qu'on appellera le fer de lance de la nation. Et puis cette organisation-là va commencer à perpétrer des attentats à l'intérieur du territoire sud-africain. Alors les cibles de ces attentats-là sont pour la plupart des cibles administratives, des commissariats de police, ou bien parfois même des domiciles de personnalités, soit des services de renseignement ou autres, ou voire même parfois des opposants à l'ANC. Et donc, à partir de 1963, il va malheureusement se faire arrêter et il sera jugé dans un procès qui sera devenu célèbre dans l'histoire en 1964 et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et donc, à partir de là, évidemment, malgré le fait qu'ils soient en prison, ils continuent à avoir des contacts à l'extérieur, ils continuent à avoir des contacts avec les membres de l'ANC, aussi bien ceux qui sont à l'intérieur du territoire sud-africain qu'à l'extérieur. Et donc, très vite, il va devenir la personnalité incontournable de l'ANC et il va, aux yeux de Frédéric de Klerk, il demeure le principal interlocuteur qui pourrait emmener justement l'Afrique du Sud vers ce pays dans lequel, évidemment, toutes les races pourraient vivre en bonne intelligence et de manière apaisée et où la majorité noire pourrait aussi accéder aux bénéfices des richesses produites par le pays et que la minorité blanche puisse elle aussi quand même avoir une espèce de garantie concernant son avenir sur ce territoire-là. Que le fait que la minorité blanche, son appartenance en tant que faisant partie du peuple sud-africain ne soit pas remise en cause. Et donc pour lui, il faut aussi savoir que durant sa captivité, parce qu'elle a quand même duré 27 années, le discours de Nelson Mandela au fur et à mesure des années va quelque peu se polisser. Il va partir de l'extrémisme à une forme de discours modéré qui va faire que, évidemment, cela va attirer l'attention aussi bien des acteurs, des dirigeants de l'apartheid que des autres dirigeants des autres communautés noires qui, également aux côtés de l'ANC, luttent pour la fin de l'apartheid. Et donc, on le sait déjà qu'à partir de 1984-85, il y a d'abord des négociations secrètes qui vont s'entamer. C'est la raison pour laquelle il va quitter, notamment, il n'a pas fait 27 ans, notamment à la prison de Robben Island, il en a fait à peu près 18. On sait que par la suite, il va être amené dans un camp militaire où il va avoir accès à un confort de vie quand même acceptable. Il aura une maison, il aura un certain nombre de personnel à ses côtés, il aura en tout cas une vie. Il aura des visites. Oui, il aura quelques visites, mais au moins il sera dans un confort du point de vue social qui permettent qu'évidemment il se sente bien dans sa tête et évidemment à partir de là, il pourra aussi recevoir des hôtes de marque, dont Frédéric Leclerc, le président sud-africain. On sait qu'à partir de ces années-là, ils vont d'abord entretenir une très longue correspondance tous les deux. Et puis dès lors que le président sud-africain va voir qu'il partageait grosso modo la même vue concernant l'avenir qu'il voudrait voir apporter à l'Afrique du Sud. Et donc à partir de là, les deux hommes vont commencer à se rencontrer en tête à tête. Et donc lorsque Frédéric de Klerk est président, il décide, à la surprise générale, le 2 février 1990, d'annoncer la fin du système de l'apartheid, la reconnaissance politique du parti, donc du mouvement l'ANC, et il fait l'annonce de la libération immédiate et sans condition de Nelson Mandela et d'un certain nombre autres de prisonniers, dont Oliver Tambo, Walter Sisulu, etc. Donc tous ces principaux leaders-là de l'ANC, évidemment, seront libérés en même temps que Nelson Mandela, même si évidemment c'est la libération de Nelson Mandela qui, sur le plan médiatique, va un peu occulter la libération des autres leaders de l'apartheid, de l'ANC, pardon. Et donc à partir de là, le 11 février, donc, Nelson Mandela est libéré, il sort de la prison et évidemment va tenir son premier grand discours qui va annoncer quelque part, qui va en fait pas annoncer, qui va venir en fait confirmer en quelque sorte la fin du régime de l'apartheid. Et à partir de là, Nelson Mandela va avoir tout un boulevard politique qui va lui permettre, tout boulevard politique ouvert devant lui et qui va lui permettre
d'accéder rapidement à la présidence. Il sera, à partir de décembre 90, nommé vice-président de l'ANC, puis président de l'ANC l'année suivante après la mort d'Oliver Tambo. Et en 1994, il participe, il est candidat à la première élection présidentielle de l'histoire de l'Afrique du Sud, dans laquelle des Noirs sont proposés, ont la possibilité de participer, puisque les Noirs auront également accédé au droit de vote. Et donc en 1994, il devient le premier président de cette Afrique du Sud multiraciale que l'on connaît maintenant aujourd'hui. Même si, évidemment, lorsque l'on regarde 31 ans plus tard, beaucoup de rêves de l'apartheid beaucoup de rêves promis par Nelson Mandela se sont un peu évanouis, parce que lorsque l'on regarde les chiffres socio-économiques, on regarde qu'on est très loin du compte par rapport aux promesses que l'ANC avait faites, mais sur le plan politique, l'ANC reste la principale force politique de l'Afrique du Sud. Elle reste encore extrêmement dominante, même si lorsque l'on regarde, si on va 30 ans en arrière, on constate que malheureusement, cette influence est en train de diminuer petit à petit, parce que évidemment, il y a la multiplication des scandales de corruption qui frappent l'élite de l'ANC, et évidemment, il y a aussi le fait que cette élite-là n'est pas pu répondre aux exigences, notamment sur le plan social, de la grande majorité des Noirs. Il faut savoir que les Noirs restent encore la population la plus mal lotie en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de logement. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, de moins en moins de Noirs éduqués font confiance à l'ANC, et l'ANC même à l'intérieur est déchiré par des dissensions, par des courants. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, même si historiquement, parce que si tu veux, le conscient collectif des Noirs, ils considèrent que l'ANC a joué un rôle central dans la fin de l'apartheid. Et donc, à ce titre, beaucoup de Noirs, notamment ceux qui sont nés dans les années 70, 60, 70 et qui vivent encore en Afrique du Sud, qui constituent quand même une base électorale non négligeable, ces cohortes-là de citoyens sud-africains noirs estiment que, étant donné le rôle central qu'a joué l'ANC dans la fin de l'apartheid, ils ont une espèce de dette morale et politique vis-à-vis de l'ANC, et donc continuent de voter en faveur de l'ANC en dépit des scandales de corruption qui se sont multipliés. Par contre, quand on regarde les générations de jeunes noirs qui sont issus d'après les années 90, qui sont nés après la fin de l'apartheid, on voit que chez ces jeunes noirs-là, évidemment, ils regardent beaucoup plus du côté des alternatives politiques en termes d'offres qui leur sont proposées, et donc de plus en plus de noirs vont voter vers d'autres pays, y compris vers d'autres partis, y compris des partis qui sont parfois considérés comme étant des partis soit blancs, soit indiens, soit issus d'autres races. Donc c'est un peu cela. C'est Nelson Mandela il y a 31 ans, été libéré, et cette libération était un grand signe d'espoir, de changement en Afrique du Sud. Des changements, il y en a eu, des changements positifs, oui, l'apartheid est terminé, on a maintenant une élite noire qui a émergé à la suite de cela, même si cette élite-là, au regard du pouvoir politique qu'elle détient, qui est certes immense, mais du pouvoir économique qui reste encore infime au regard de celui qui est détenu par la minorité blanche. Il faut pas se voiler les yeux. Et c'est la raison pour laquelle Winnie Mandela, avant de décéder, lors des dernières années de sa vie, était particulièrement amère vis-à-vis de l'ANC, puisqu'elle estimait que l'ANC n'était pas allé au bout des changements. Elle estimait que l'ANC ne s'était limité qu'à un changement purement politique, mais les enjeux étaient en fait plus grands parce qu'il s'agissait des enjeux économiques et sociaux. Et là, elle a toujours reproché à l'ANC de ne pas être allé au bout de ces changements-là. Et malheureusement, elle a eu raison, puisque aujourd'hui encore, une grande majorité des Noirs, quand on fait le décompte sur le plan économique et social, on reste très très loin des promesses qu'avait formulées Nelson Mandela en 1990 à sa sortie de prison. Qu'est-ce qui justifie que Mandela visite en premier le Gabon en tant que première sortie sur un territoire francophone? Parce que de tous les pays africains, le Gabon a été celui qui a été le plus actif, aussi bien sur le plan politique que sur le plan financier, en faveur de l'ANC. Omar Bongo Ondimba était l'un des plus fervents soutiens de l'ANC. Il avait régulièrement usé aussi bien de ses relations personnelles, aussi bien de ses moyens personnels et même des moyens du Gabon,
pour lutter contre l'apartheid, qui était quelque chose de tout à fait unique et qui plus est présent sur le continent africain. Voir que dans un pays africain, on légalise, il y a établi une forme de ségrégation raciale, politique et ouverte, c'était quelque chose de totalement inacceptable, surtout que la génération de Omar Bongo Ondimba, c'est la génération de ceux qui ont lutté pour les indépendances des pays africains. Et donc pour lui, le fait que l'Afrique du Sud soit encore dans l'apartheid, c'était une forme d'indépendance inachevée du continent africain. Donc lui, il avait, à ce titre-là, il était tout à fait inacceptable qu'un type de régime de politique de ce genre puisse exister encore sur le territoire africain. Et donc, Nelson Mandela le savait, il en était parfaitement conscient. Et donc, cette tournée-là visait à remercier les personnalités qu'il estimait avoir joué un premier plan dans notamment le soutien à l'ANC dans la lutte contre l'apartheid. Et le Gabon, à cette époque-là, occupait ce premier rang-là, d'où la visite de Nelson Mandela à cette époque. Merci Jean-Paul avec nous qui revenait donc sur Nelson Mandela ce matin dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On fait un tour en musique avec Warren G pour le titre Regulate aux côtés de Ned Dogg. Et puis on se retrouve avec Gina qui va nous parler en propos introductif du Black History Month. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the... Stop Fresh Morning.